Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle version de Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, nous partons en Bretagne, l'un des endroits touristiques les plus prisés de France, mais aussi le lieu des deux affaires criminelles que je vais vous raconter. L'une va nous plonger dans une sombre histoire d'un prédateur sexuel pédophile avec des témoignages forts des victimes qui ont accepté de briser pour nous le silence ce soir. L'autre est un drame où se mêlent couple, meurtre et trahison. Crime, vent de panique en Bretagne, c'est tout de suite. Près de Rennes, Valérie, 4 ans, semble avoir tout pour être heureuse. Des parents qui s'aiment, une petite sœur adorable, l'image en apparence d'une famille parfaite. Pourtant, une nuit, dans l'intimité du foyer, la vie des deux jeunes sœurs va basculer. Ça a commencé, moi, le premier souvenir que j'ai, j'avais 4 ans. Ce qu'on a subi, c'était des viols, des agressions sexuelles, des humiliations. Ça pouvait être tous les soirs. Leur calvaire va durer de nombreuses années, dans le silence et l'indifférence. Et ce n'est que 25 ans plus tard, le 12 juillet 2015, suite à une plainte, que les deux sœurs vont découvrir qu'elles ne sont pas les seules victimes de leur bourreau. Dans ce que vont raconter les enfants, effectivement, il y a beaucoup de détails. Il y a vraiment des atrocités commises. C'est des scènes suffisamment scabreuses pour que l'enfant ne puisse pas les avoir inventées. Je lui en veux énormément. Comment on peut faire ça à ses enfants? Comment on peut faire ça même à d'autres enfants? À 120 km de là, à Coignac, Cyril est inquiet. Sa femme, Claire, ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours. Ensemble depuis 7 ans, parents d'un petit garçon, le couple traversait une période difficile. C'était deux personnes sensibles, un peu fragiles. Ils étaient des béquilles l'un pour l'autre. Et les pires craintes de Cyril vont se confirmer. Quand le dimanche 7 mai 2017, le corps de Claire est retrouvé sans vie. Forcément, ça a créé dans le secteur un vif émoi, d'autant que la victime était assez connue et appréciée. Il y a eu tout un environnement inquiétant dans l'environnement du couple. Et Claire avait pu dire à certaines de ses amies, en parlant de quelqu'un, il me suivait, il avait les yeux qui glaçaient le sang. Et pour commencer cette émission en Bretagne, direction Rennes. Le 12 juillet, Arthur, 12 ans, se présente au commissariat de la ville accompagné de ses parents. Il vient déposer plainte pour des faits d'attouchement et d'agression sexuelle qui lui ont été imposés par un homme prénommé Jean-Luc. Une enquête commence et les forces de l'ordre découvrent avec stupeur que pendant 27 ans, l'homme a agi en toute impunité. Il a agressé et violé une dizaine d'enfants. Parmi les victimes, on retrouve ses propres filles, mais aussi leurs amis et des voisins. C'est un document rare que je vous propose ce soir, car les victimes de Jean-Luc, y compris l'une de ses filles, ont accepté de briser le silence. Ça a commencé, moi, le premier souvenir que j'ai, j'avais 4 ans. Je dormais mal, donc dès que je l'arrivais, je le sentais arriver, je sentais sa main sur moi, je le repoussais. Il s'attaquait à ma sœur, qui disait rien pour pas qu'il s'attaque à moi, en fait. Ma sœur m'a beaucoup protégé.
Ce qu'on a subi, c'était des viols, des agressions sexuelles, des humiliations. Et il venait dans la chambre, dans notre chambre régulièrement en fait. Ça pouvait être tous les soirs, ça pouvait être 2-3 fois par semaine. C'était quand même très régulier. Il nous disait que c'était pas pour nous faire du mal, au contraire, c'était pour notre bien. C'était pour nous faire plaisir. Parce qu'il était gentil, parce que c'était bien. Parce que ça allait m'apprendre des choses aussi. C'est comme ça qu'on grandissait. Christelle est née en 1988. Elle a grandi aux côtés de ses parents et de sa sœur Valérie dans la ville de Rennes. J'ai pas été malheureuse dans mon enfance. J'étais très proche de mes deux parents, quoi. Ça se passait bien, oui. Avec ma sœur, on était proches aussi. Mais on se bouffait le nez des fois, entre guillemets, comme deux sœurs peuvent le faire, quoi. Mais c'est ma grande sœur, elle a toujours été là, donc toujours tout fait pour me protéger aussi. Parce que j'étais soumise. Je me faisais souvent embêter à l'école. Parce que j'étais assez costaud et tout le monde se moquait de moi. J'avais peu d'amis. Adolescente, j'ai commencé à reprendre un peu plus confiance en moi quand je suis passée dans un lycée professionnel, en me disant que je pouvais même à l'école, entre guillemets, je voyais que j'étais capable de faire des choses quand même, quoi. Ses parents, Jean-Luc et Aline, se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore adolescents. Lui est maçon et elle travaille comme femme de ménage. Jean-Luc avait beaucoup d'amis, puisque c'était quelqu'un qui savait venir en aide à ses voisins lorsqu'ils en avaient besoin. C'est un père qui paraissait être un très bon père de famille, puisqu'il s'occupait de ses filles. Il s'occupait bien de son épouse, puisque son épouse pouvait dire qu'elle était épanouie aux côtés de Jean-Luc. Si Aline est connue pour sa froideur, son mari, lui, a la réputation d'être un homme chaleureux. Jean-Luc, l'apparence, plutôt bel homme, faut le dire. Donc je pense qu'il le savait. Et il avait la facilité de communiquer avec les gens, hommes, femmes. Et c'est ce qui, je pense, sa facilité de les mettre en confiance. Pour qu'il voit que lui, c'est un homme bien, un homme irréprochable. C'est un homme, quand il est face à vous, on lui donnerait, comme elle disait d'ailleurs, ma grand-mère, le bon Dieu sans confession. Parce qu'il fait exemplaire, homme parfait, grand, viril, il s'occupe de tout, il gère tout, il sait tout, il a le dernier mot. C'est lui qui donne, c'est lui qui est là, c'est lui qui est présent, c'est lui qui le fait. Il était réputé être très jovial, effectivement, avec les enfants, qu'il considérait un peu comme entre guillemets, un tonton. C'était un homme qui pouvait sembler affable. Certains diront aussi qu'il avait une tendance un petit peu autoritaire, qu'il savait s'entourer, mais à condition d'avoir un petit peu l'ascendant, l'autorité sur les personnes qu'il rencontrait. Il voulait, je pense, garder une emprise, entre guillemets, sur les gens en étant super serviable, super gentil. Mais dans l'intimité, il pouvait être très caractériel. Et péter des câbles, s'énerver comme... Il nous tapait pas, mais s'énerver, gueuler, insulter tout le monde. Fallait pas être trop dans son champ de vision à ce moment-là. C'est un macho, je dirais. Moi, je me souviens, quand on était à l'appartement avec mes cousines, quand il y avait ma tante, il faut lui amener un plateau avec son assiette dessus et son verre à boire, et normal. Et il faisait strictement rien. Mais ouais, c'était le pacha. Ouais, c'est le mot, c'était un pacha. En apparence normale, cette famille cache en réalité un sombre secret. Depuis leur enfance, Christelle et Valérie subissent des viols répétés de la part de leur père.
Ça se passait à la maison, ça se passait au garage, souvent au garage. Et à la maison, c'était souvent le soir. Ou quand ma mère n'était pas là dans la journée. Mais le soir, elle était présente. Il venait même quand on se douchait dans la salle de bain. Il entrait, il ouvrait le rideau pendant qu'on se douchait, quoi. Toujours des petits gestes, même des attouchements, des fois, devant du monde, des attouchements anodins qui peuvent venir d'un père. Des fois, on peut toucher sa fille à un endroit sans le vouloir, qui peuvent paraître anodins, mais que de lui n'étaient pas anodins. On se dit, bah c'est normal, tout le monde fait ça. Puis quand on nous dit, chut, faut pas le dire, faut pas en parler. Donc tu commences à te poser des questions, tu te dis, c'est quand même bizarre, pourquoi faut pas en parler? Fallait que ça reste dans la famille, fallait pas en parler, ça devait rester dans la famille. Je pense qu'on a été programmé, manipulé pour qu'on voit rien en fait. Depuis notre enfance, c'est ça, ça doit se passer comme ça. Ils nous avaient appris en gros à donner une façade de nous, une belle famille. Après, on n'a pas été malheureux, certes, quoi. Mais il fallait montrer le meilleur de nous, qu'on était heureux, qu'on était bien, qu'il se passait rien de spécial dans la famille, que tout était normal en fait. Ce père pouvait être capable d'affection. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à côté de l'atrocité et de l'horreur des faits qu'elle subissait, c'était un père qui était présent, c'était un père qui pouvait être attentionné, ce que n'était pas leur mère. Et au sein de cette famille, il y avait une chape de plomb avec des jeunes filles que l'on avait contraintes au silence et avec cette image d'une famille idéale, des enfants gâtés. Si Christelle n'a jamais osé révéler les faits à sa mère, elle est persuadée qu'Aline avait compris ce qu'il se passait sous son toit. Elle était femme de ménage, donc elle travaillait le matin à partir de 4h et elle revenait le midi. À une période, elle a travaillé le soir, mais elle était quand même là. Le soir, quand il faisait ses choses, elle était là dans sa chambre. Je sais qu'elle le sait depuis longtemps et c'est vrai ce que je dis, hein, mais elle aime pas trop ça en fait, le sexe. Et je pense que ça l'arrangeait qu'il fasse ça comme ça. Il venait pas la voir elle. Il venait pas la faire chier et il préférait il s'attaquer à ses enfants. Et elle, ça l'arrangeait, elle était pépère dans son coin, embêtée. Un soir, elle arrive dans la salle. J'étais allongé enfin, j'étais même pas allongé. Lui était allongé sur le canapé, sur le ventre. J'étais sur le rebord du canapé. Et il me faisait des choses. Et elle est rentrée dans la salle. Il a fait... elle m'a dit qu'elle avait un bouton. Elle a fait une remarque assez mal placée et elle est partie comme si de rien n'était. Alors qu'elle a très très bien vu ce qui s'était passé. Elle était très très lucide à ce moment-là et quand on voit ça, on se dit merde. Bon, je pense que cette fois-là m'a tellement choqué, perturbé que... en me disant que elle a rien fait, quoi. On peut pas aimer ses enfants en laissant faire tout ça. Et en grandissant, on se rend compte qu'en fait, l'amour d'une mère, ça peut pas être ça. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu ma mère dire « je t'aime ». Un jour, elle m'a dit « de toute façon, t'étais pas désiré, quoi ». Donc ça m'est toujours resté en tête, j'ai jamais oublié ce qu'elle m'a dit, j'ai jamais oublié ses paroles, ça m'a blessé. Mais je me suis dit « bon, c'est ma mère, quoi, voilà, je t'ai pas désiré, mais je suis là, elle m'aime ». Mon géniteur, lui, nous le disait, par contre. Il nous disait, oui, qu'il nous aimait, qu'on était ses filles, quoi. Que si quelqu'un nous touchait, il le tuerait, il lui ferait du mal, quoi. Comme dans ses expressions, c'est si on vous touche, je coupe les couilles. Moi, dans ma tête, je pensais, commence par les tiennes. Valérie, elle, a un jour trouvé le courage de dénoncer les agissements de son père. C'était en 1992. Elle avait alors 8 ans. Et malgré ces terribles accusations, sa mère n'a rien voulu entendre. Elle ira même plus loin parce qu'au-delà de ne pas les croire, elle les fera taire par le biais de chantage, par le biais d'injures. Les filles vont continuer à subir sans plus rien dire. Et cette maman, elle ne va jamais se poser la question de savoir si ces agissements sont réels ou pas de la part de son mari. Les abus vont continuer pendant des années. Et cela
jusqu'à ce que Valérie quitte le domicile familial à sa majorité. Pour Valérie, elle expliquera que cela s'est déroulé sur une période d'environ 15 ans, de ses 2 à 4 ans jusqu'à ses 18 à 19 ans. Et pour ce qui concerne Christelle, elle expliquera que ça a duré sur une période un peu plus courte parce qu'elle a finalement réussi à s'opposer lorsqu'elle avait à peu près 14 ans. Mais ça durera de ses 2 ans aussi jusqu'à ses 14 ans. Mais les deux sœurs ne sont pas les seules victimes de Jean-Luc. Dans la famille, leur cousine Lola a vécu les mêmes sévices. Ça a commencé sous les alentours, j'avais 6 ans. Ce que j'ai subi, c'est des agressions sexuelles, des viols, énormément, beaucoup d'humiliation. Avec ma cousine. Et on est impuissant à ça, parce qu'on est petit. En grandissant, on commence à le repousser, on commence à lui dire non. Et là, il commence à donner des cadeaux, à faire plaisir. Et à donner de l'argent. Et je m'en souviens, ouais. Il proposait de l'argent et ma cousine lui avait dit, avec ses mots, on n'est pas tes putes. Pour lui, c'était donnant. Et si on faisait pas ça, on était... il disait, on était des aguicheuses. Il nous traitait, il nous insultait. Il acceptait pas, il fallait que ce soit lui qui soit au-dessus et qui gère, et c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Parce que c'est lui l'homme, parce que nous, on n'était que des enfants. L'imaginaire de Jean-Luc est sans limite. Il va puiser manifestement son inspiration dans des vidéos et des films pornographiques. Et il va imaginer des scénarios et mettre en scène ses filles, parfois la cousine de leur fille, dans les faits qu'il commet. Un jour, j'étais allé dormir chez ma cousine. C'était des lits superposés, on dormait sur des lits superposés. Et Jean-Luc m'avait pris, m'a emmené dans le salon. Il avait commencé à mettre un film porno de dessin animé. Et moi, j'étais face à la télé et lui, il était assis sur son siège. Il commence à me descendre mon bas de pyjama. Il commence à vouloir poser ses mains sales dans mes entrejambes. Et là, à ce moment-là, ma tante arrive et je me retourne. Et là, je la vois, je me dis, oh, c'est fini, c'est génial, ça va s'arrêter net. Et au final, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Remonte ton pantalon, retourne te coucher. Et là, je m'arrête, je fais, je comprends pas. Je fais bon, c'est pas grave. Moi, je me dis, c'est des adultes, je suis une enfant. Ils discutent pas devant les enfants, c'est quelque chose de pas bien. Donc, je retourne me coucher. Le lendemain, rien ne se passe, on n'échange pas, on discute pas. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, d'accord, bon, c'est fini, je serai vraiment jamais entendu, jamais écouté, jamais protégé. La jeune fille décide de révéler ce qu'elle a subi à sa mère, la sœur d'Aline. Celle-ci la croit, mais se heurte au reste de la famille. Et là, tout de suite, ça a été non, c'est pas vrai, c'est une menteuse. Donc, j'étais impuissante. Donc, à ce moment-là, on laisse couler. Et ma mère avait interdit, je me souviens, depuis qu'on se voit avec ma cousine, parce que, en fait, le lien avec ma cousine pour qu'on se voit, c'était lui, c'était Jean-Luc. C'était sa seule façon de me protéger et de pouvoir faire quelque chose. Elle était impuissante, elle était seule face à sa propre mère, à ses frères et sœurs. Donc du coup, oui, je me suis senti complètement abandonné, isolé. Donc, je buvais beaucoup, fallait que je vide ma tête. Et vu que personne m'écoutait et que je me sentais abandonné, ma façon à moi, c'était je cognais dans les murs. Je me mettais face à un mur et j'arrêtais pas. Je cognais.
En fait, j'arrivais plus, j'avais plus envie. J'ai pris une lame de rasoir pour m'ouvrir les veines. J'avais 14-15 ans. Ouais, 14-15 ans. Donc aujourd'hui, j'ai une cicatrice. Petite cicatrice. Première tentative de suicide. Suite à d'autres soirées, j'étais bien alcoolisé aussi. Vu que ça n'avait pas marché la première, j'ai voulu tenter autre chose. Je me souviens encore, j'étais dans le garage d'une amie. Et en fait, il y avait l'établi de son papa avec ses outils. Et il y avait une corde. Et du coup, d'un seul, ça m'a pris, coup de pression avec l'alcool, forcément. Je prends la corde et je pars. Je pars pour aller dans la vallée du Rimont. Pour aller me pendre, en fait. Parce que je voyais que ça comme issue. Et il y a une personne qui, quand même, je pense, qui me surveillait plus ou moins. Il m'a vu partir avec la corde et à ce moment-là, il m'a retenu. Il est resté toute la soirée près de moi pour pas que je fasse n'importe quoi. Donc aujourd'hui, grâce à lui, je pense que je suis encore là. Si Lola s'est très vite éloignée de sa famille, Christelle, la fille de Jean-Luc, a attendu de devenir mère avant de couper les ponts avec ses parents. Je voulais pas que ma fille soit seule avec eux, avec lui en particulier. Je lui disais, si tu touches à ma fille, je t'envoie en prison pour le restant de tes jours. J'ai toujours eu la crainte là, je me revois dans leur cuisine en train de lui dire ça et il m'avait répondu, je m'en fous de ta fille, je vais pas y toucher. Le calvaire de Lola, Valérie et Christelle aurait pu ne jamais être dévoilé au grand jour. Mais à l'été 2015, Arthur, 12 ans, va briser cette loi du silence. Donc, le 12 juillet 2015, se présente au commissariat de Rennes un petit garçon qui va déposer plainte pour des faits de nature sexuelle qui lui ont été imposés par Jean-Luc. Jean-Luc est un vieil ami de la famille qui connaît très bien les parents de ce petit garçon. Il dénonce des faits d'attouchement et d'agression sexuelle, donc commis essentiellement à l'été 2013, 2014 et jusqu'à l'été 2015. Ces faits, pour l'essentiel, se produisent au domicile de cet homme, dans un atelier donc, qui est situé sur la propriété familiale. Ce petit garçon, il a 10 ans au moment où il subit les premières atrocités de Jean-Luc. Et il va raconter, pas tout de suite, mais il va raconter à sa maman ce qui s'est passé, de celui qu'il considère un peu comme son tonton. Et il va raconter et sa maman, elle va le croire. Jusque-là, il avait eu peur de venir en parler parce qu'il avait peur de décevoir ses parents, de faire de la peine à ses parents. Donc ces révélations vont conduire les enquêteurs à s'intéresser à l'entourage familial proche d'Arthur, à commencer par sa petite sœur Audrey. Et il s'avérera qu'elle aussi dénoncera dans un premier temps avoir été témoin de scènes d'agression sexuelle sur son frère commis par cet homme, mais elle-même aussi avoir subi certains attouchements de la part de ce même homme. Donc il faut savoir qu'à l'époque des faits, elle était âgée de 6 ans. Elle-même n'en avait pas non plus parlé à ses parents. C'est au moment où son frère aîné déposera plainte qu'elle sera entendue et qu'elle racontera aussi ce qu'elle a subi à ce domicile. Et les enquêteurs vont élargir leur champ d'investigation puisque les cousins de ces enfants sont également des proches de par leurs parents de Jean-Luc et ils vont apprendre que ces enfants ont également été victimes de Jean-Luc. Parmi eux, le filleul du maçon. Ce filleul dit avoir subi de nombreuses agressions sexuelles, donc une cinquantaine sur quelques années. Si
S'il ne faisait pas ce que son parrain lui demandait de faire, il était fouetté. Il s'agissait de participer à des scènes sadomasochistes, notamment. Voilà, il lui demandait toutes sortes de choses et lui faisait subir toutes sortes de sévices sexuels. Ça se passe aussi à l'atelier, mais aussi dans un camion qui appartient donc à son parrain. Ses deux frères aussi seront entendus et déclareront aussi avoir subi des agressions sexuelles du même homme dans les années qui suivront. Enfin, à chaque fois, il s'agit d'enfants âgés d'entre 6, 10, 12 ans à peu près. Dans ce que vont raconter les enfants, effectivement, il y a beaucoup de détails. On n'est pas sur une agression sexuelle dans laquelle l'enfant se limiterait à raconter qu'on lui a montré un sexe, qu'on lui a fait des caresses. Il y a vraiment des atrocités commises et ce qui leur a fait subir, ils ne peuvent pas l'avoir inventé. C'est des scènes suffisamment scabreuses pour que l'enfant ne puisse pas les avoir inventées. Ces enfants n'avaient jamais parlé, ni même à leurs parents. C'est vraiment la plainte d'Arthur qui permettra au secret familial, entre guillemets, d'être révélé aux enfants, de rompre le pacte de silence que leur avait demandé de tenir cet homme-là. Dans la foulée, les enquêteurs apprennent que le maçon a 2 filles. Et ils décident de les convoquer au plus vite au cours de l'année 2015. Et puis on leur fait état des précédentes plaintes, des 5 plaintes déposées à l'encontre de leur père. La première chose que je me suis dit, c'est non, il va pas recommencer. Donc j'ai été surprise sur le fait que ce soit des petits garçons, mais le fait qu'il y ait une autre plainte, malheureusement non. Elle savait qu'il se passait des choses, parfois en présence d'autres enfants également. Elles n'ont jamais rien dit auparavant pour obéir à leur père. J'ai beaucoup de regrets de ne pas en avoir parlé avant. J'aurais pu éviter plein de victimes. On aurait dû... j'aurais dû parler. Je vais pas mettre tout le monde dans l'eau, mais j'aurais dû le dire avant. C'était dur parce que voilà, on avait la pression familiale, mais je me dis que j'aurais dû. Je me sens coupable d'avoir rien fait pour ces enfants-là. Sans les autres plaintes, entre guillemets, j'aurais pas eu le courage là. C'est pour ça que je dis c'est grâce à eux que je leur serai éternellement reconnaissante. Et ils peuvent être très fiers d'eux. Tout comme sa sœur, Valérie dépose plainte contre son père. Et le 15 juillet 2015, Jean-Luc est placé en garde à vue au commissariat de Rennes. Il va nier l'intégralité des faits en expliquant qu'il n'a jamais fait de mal à un enfant, qu'il n'a jamais commis de faits de nature sexuelle sur des enfants. Il va néanmoins, au cours d'une audition, reconnaître une agression sexuelle sur ses filles. Il reconnaît des caresses sur ses filles. Il reconnaît avoir chahuté avec les autres enfants, mais il nie les agressions, il nie les attouchements, il nie les viols. Il peut expliquer notamment que cela n'est pas possible parce qu'une telle n'a jamais dormi à son domicile, que cela est faux, que les conditions de commission de l'infraction telles qu'elle les dénonce n'ont pas pu exister. Ça a fini par être, c'est mes filles qui ont fait ça, c'est un complot, on a commencé à... Tout le monde s'est monté la tête, c'est un complot, c'est pas vrai, j'aurais jamais pu faire ça. Il est resté sur sa théorie du complot pendant pas mal de temps. C'est son système de défense au départ. Au vu du nombre, finalement, de victimes, il explique que ça n'est pas possible et que donc tout le monde s'est un peu donné le mot pour l'accuser. Et il est conforté, j'allais dire, dans cette position par sa femme. Elle va dire que tout cela n'est que mensonge, que ce n'est jamais arrivé, que son mari n'a jamais commis d'actes de nature sexuelle. Sa femme, elle ne croit pas. Elle ne croit pas ses enfants, elle ne croit pas ses propres filles. Elle indique qu'elle n'a jamais rien vu, donc il n'a rien pu se passer. Je lui en veux énormément, c'est pareil, c'est une mère, je suis maman. Comment on peut faire ça à ses enfants? Comment on peut faire ça?
même à d'autres enfants. Elle n'avait pas le droit, en fait. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Au terme de la garde à vue de Jean-Luc, une information judiciaire pour viol et agression sexuelle aggravée sur 7 mineurs est ouverte. En parallèle, les enquêteurs épluchent son casier judiciaire. Ce que l'on apprendra, c'est qu'il y a une première procédure qui a été diligentée au début des années 1990 parce que des voisines de Valérie et Christelle vont dénoncer, elles, des faits qu'elles ont subis de la part de Jean-Luc. À l'occasion de cette procédure, l'aînée des filles de Jean-Luc, Valérie, va être entendue. Elle va elle-même dénoncer des faits qu'elle a subis de la part de son père. Elle subira des pressions de sa mère et de sa grand-mère maternelle en lui demandant de revenir sur ses déclarations, notamment parce qu'elles lui diront que si elle maintient ces accusations à l'encontre de son père, elle sera placée et donc elle sera séparée de sa petite sœur, ce qui pour elle est impensable. Et dans le cadre de cette procédure, à la demande de leur mère, toutes les deux, elles vont témoigner en faveur de leur père. On avait ma mère qui était là. Tu dis rien. Tu te tais, tu dis que c'est faux. Donc on arrivait à l'interrogatoire déjà, toute stressée parce que c'est pas normal d'être là à l'âge qu'on avait, on était petites. Et on a toujours dit non, il a rien fait, c'est pas vrai. C'est des menteuses. Je le savais que c'était pas bien et je disais rien. Donc je m'en veux, c'est comme ça. À partir de ce moment-là, ils ont compris le système, lui il a compris. Tant que mes filles disent que c'est faux, je m'en sors. En 1997, le maçon échappe une fois encore à la justice, après le classement sans suite d'une nouvelle plainte. Il y a une petite fille qui raconte que Jean-Luc lui proposait de regarder un dessin animé. Et il avait inséré dans ce dessin animé des images pornographiques, pendant qu'il faisait subir également des agressions sexuelles à cette petite fille. Deux autres voisines de Jean-Luc ont également dénoncé ces exactions. Elles vont être entendues par la police, mais on ne va pas aller plus loin dans l'enquête. Et le rôle de la femme de Jean-Luc est à ce moment-là assez abominable parce qu'elle va traiter ces deux jeunes filles de menteuses. Elle va faire circuler dans le quartier l'idée qu'elles racontent n'importe quoi, qu'elles accusent à tort. Et ces deux voisines vont très mal vivre cette période-là, vont avoir le sentiment d'être elle, obligée de se cacher, d'avoir raconté ces faits. Au mois de mai 2000, c'est au tour d'une adolescente de déposer plainte contre Jean-Luc. Une procédure va être ouverte à Saint-Malo parce qu'il y aura un signalement à la suite d'une tentative de suicide d'une jeune fille qui à l'époque a 16 ans. Qui va donc être entendue par les services de police et qui va alors dénoncer des faits qu'elle aurait subis de la part de Jean-Luc lorsqu'elle vivait sur Rennes. Et pour des raisons que l'on ignore, cette plainte va être transmise au procureur de la République de Saint-Malo et va, semble-t-il, être égarée. La question se pose de savoir comment ces plaintes ont-elles pu être classées sans suite, puisqu'il s'agit de faits commis sur une période de presque 30 ans. Tout se passait dans un quartier, dans une proximité géographique importante. C'était des voisines, c'était des copines d'école, c'était des cousins, des cousines. Enfin voilà, il y avait une vraie proximité, les gens se croisaient. Ce qui fera dire à beaucoup de victimes, tout le monde savait mais personne ne parlait. On a certains parents qui disent finalement, moi je ne l'avais pas fait avant parce que j'avais peur de la réaction de la femme, j'avais peur d'être mis un petit peu au banc, d'être ostracisé, c'est le mot que j'utiliserais. À la lecture de son casier judiciaire, les enquêteurs réalisent que le père de famille a été condamné une seule fois, en 2007. Une peine de 30 mois de prison avec sursis pour des faits d'agression sexuelle
sur une jeune fille, 15 ans, qu'il avait raccompagnée de discothèque. En 2015, lors de leurs auditions, Christelle et Valérie vont donner d'autres noms aux enquêteurs, dont celui de leur cousine Lola. Je pensais pas qu'il y avait autant de victimes derrière. Je pensais vraiment qu'il touchait que la famille, parce que c'est plus facile. Mais à aucun moment, ça m'est venu à l'idée qu'il aurait touché d'autres petits-enfants et qu'il aurait continué dans le temps, en fait. 7 autres plaintes s'ajoutent au dossier, portant à 14 le nombre de victimes présumées dans cette nouvelle procédure. L'accusé niera tout cette fois, y compris les caresses sur ses filles. Il dira avoir répondu dans ce sens-là suite à la pression des enquêteurs. Les images de ces auditions en garde à vue seront regardées et il s'avérera qu'il n'y aura pas eu de pression. Je pense qu'il est dans une telle toute-puissance depuis toutes ces années, parce qu'il sait qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, parce qu'il sait qu'il a été mis en cause à plusieurs reprises et parce qu'il sait qu'il n'y a jamais eu de conséquences pour lui sur le plan pénal, si ce n'est cette procédure de 2007. Je pense qu'il croit de nouveau que les enfants ne seront pas crus. Une nouvelle fois. Dans le cadre de cette nouvelle procédure contre son mari, Aline va à nouveau être convoquée. Elle va continuer à le soutenir chaque fois qu'il va être accusé par d'autres. Elle va dire que ça n'est pas possible. C'est vrai que c'est un duo assez surprenant parce qu'elle le maintient, elle aussi, dans ses dénégations. C'est-à-dire qu'elle lui permet, en gros, d'asseoir cette attitude de je n'ai rien fait, d'ailleurs ma femme est là, elle me soutient, et si j'avais fait quelque chose, ça lui ferait du mal, donc je n'ai rien fait. La question du rôle, effectivement, qu'a pu jouer cette femme, la question s'est posée. Certaines victimes, beaucoup même de victimes, ont prétendu qu'elle ne pouvait pas nier, qu'elle était au courant, qu'elle savait qu'il se passait des choses. Dans la mesure où elle dit tout le temps que ça ne s'est pas produit, on ne peut pas lui faire dire qu'elle savait. C'est une attitude horrible de sa part, mais on ne peut pas lui reprocher juridiquement quelque chose. Pour moi, elle est complice. Pour moi, elle protège parce que c'est son Dieu. Parce que je sais pas pourquoi, mais il a une emprise sur elle. À un moment donné, même si on voit pas et qu'on voit plusieurs plaintes, des plaintes similaires, on se pose des questions. Que ça soit une fois, bon, on peut laisser le doute, j'entends. Mais que ça soit plusieurs fois, similaires, et en plus sur ses propres filles, ah non, non, faut s'arrêter. Les experts qui rencontreront ces enfants diront qu'il n'y a pas de propos affabulatoires, de tendance, en tout cas à ces enfants, d'inventer des choses. Ils constateront, dans la majorité des cas, des troubles du sommeil, des troubles anxieux, parfois des tendances dépressives. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit parce que, comme il venait la nuit, en fait, j'ai toujours peur de voir quelqu'un débarquer. J'ai peur qu'on fasse du mal à mes enfants. J'ai toujours peur pour eux, je suis une mère un peu trop protectrice. Le suspect de 57 ans est lui aussi soumis à une expertise psychologique. Elle fera état d'une perversité narcissique chez cet homme. Une contre-expertise psychologique dira, elle, qu'il s'agit plutôt d'un homme, donc effectivement, avec un certain penchant autoritaire, mais il y a beaucoup de zones d'ombre autour de sa personnalité, autour de son parcours, autour de son enfance. L'enquêteur, il a mené un véritable travail de fourmi pour retrouver toutes ces victimes. Et c'est ce qui va lui permettre de dire qu'on est face à un prédateur. Et qu'il utilise, en fait, ses filles pour approcher ses victimes.
C'est vrai que quand on ramenait des petites copines à la maison, il faisait des choses comme il arrivait avec son peignoir ouvert, par exemple, et que nous, ça nous perturbait pas parce qu'on était tellement habitués à le voir faire ça que les copines en question se disaient c'est que ça doit être normal. Et plus ça va, plus ça montait crescendo, en fait, les actions, ce qu'il faisait. Finalement, ces filles serviront d'appât, puisque au départ, les premières victimes seront ces filles, puis ce seront les voisines et petites copines de Christelle ou de Valérie. Et puis lorsque ces filles seront trop grandes pour pouvoir lui apporter ce vivier d'enfants, ce seront les enfants de ses proches et de ses amis proches. Le nombre de victimes, il n'est pas complet pour moi. Déjà, il y en a qui n'ont pas porté plainte, qui ont été victimes. Et j'ai quelqu'un qui m'a contacté via les réseaux sociaux pour me dire qu'elle avait été victime en 82. Je suis né en 88, ma sœur est née en 84. Ce qui veut dire qu'il a fait des victimes avant nos naissances. Combien, je ne sais pas. Je pense que malheureusement pour nous, on ne le saura jamais. Jean-Luc va être mis en accusation devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour des faits commis sur 14 enfants, dont ses filles, sur une période extrêmement étendue, de 1987 à 2015. Sa femme, elle, n'est finalement pas poursuivie. Ce qui est manifestement établi, c'est que sur les derniers faits qui ont pu être reprochés à Jean-Luc, donc sur la période au cours de laquelle elle pouvait être poursuivie, puisque la non-dénonciation est un délit, il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de rapporter la preuve qu'elle était au courant. L'ambiance était lourde, ouais. On arrive dans un univers qu'on connaît pas, qu'on souhaite à personne, que personne veut connaître. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, même des gens qui habitaient où on habitait avant, qui sont venus. Donc les gens ont pu ouvrir les yeux sur lui aussi. Donc oui, on était tous là en fait. Ouais. C'était... Puis on tous à se serrer les coudes en fait. Il y a de nombreuses victimes, 14 parties civiles, toutes présentes au procès et qui ont demandé à ce qu'ils ne se tiennent pas à huis clos. Donc à ce que les portes restent ouvertes au public, c'était un souhait partagé par les victimes, par leurs familles. Certaines diront au cours du procès, c'est pas à nous d'avoir honte. Si les gens veulent savoir, ils peuvent savoir. Elles ont chacune des faits à raconter, des faits qui se sont déroulés souvent sur plusieurs années, avec des auditions qui vont durer pour certaines plusieurs minutes, plusieurs heures. On sent, j'aime pas dire ça, mais c'est le mot, on se sent moins seul, on se sent comprise, on se sent écouté. Lui, il pleure dans son petit box, là, il a la tête baissée, il ose même pas lever les yeux pour nous regarder, il pleure, je suis innocent, j'ai rien fait. C'est pas possible, c'est un complot, qu'est-ce que je fais là? Il nie toujours. Il nie au moment aussi où ses filles viennent déposer, viennent lui demander. C'est l'aîné qui dit « t'avoueras un jour », qui lui pose la question. Il est voûté, il lève la tête, il la regarde et puis il a un signe de dénégation. Enfin, il aussi levé la tête pour lui dire que non, il l'a pas fait. Après ses filles, c'est au tour d'Aline, la femme de Jean-Luc, de passer à la barre. La personne qui sera la plus interrogée finalement à l'audience, ce sera elle. C'est-à-dire qu'elle va passer un après-midi sous le feu des questions de tous les avocats de la partie civile, des parties civiles. Et elle ne donnera pas d'explication de toute façon cohérente. À un moment donné, elle va se tourner vers son mari et elle va lui dire « Mais dis-moi si tu as fait quelque chose ». D'abord, il ne lui répond pas à ce moment-là. Et ensuite, on n'a pas le sentiment que lorsqu'elle lui pose la question, elle a vraiment envie de savoir. J'aurais peut-être pu, on va dire, lui pardonner, mais... et continuer, voilà, à la soutenir. Mais bah là, non, elle a choisi son corps.
J'ai envie de lui hurler dessus. J'ai envie de l'insulter, lui dire que c'est une lâche, que c'est une merde, quoi. Mais c'est lors du témoignage de Lola que le procès connaît un véritable rebondissement. Je dis qu'en gros, je suis la nièce de la femme de l'accusé, donc de Jean-Luc. Là, il se met à se lever et à dire « j'avoue, j'avoue tout ». Il dit « j'avoue », et après il a pleuré, c'est tout. Au début, ça m'a soulagé. Après, ça m'a dégoûté parce qu'il a avoué pour qu'on le laisse tranquille, que ça s'arrête. Donc au final, j'étais dégoûté. Ouais, dégoûté, clairement. Parce que c'était pas sincère. C'était vraiment pour lui et pour elle. C'était encore de l'égoïsme pur et dur, quoi. C'était pour que ça s'arrête et pour qu'on arrête de les embêter. Il s'est excusé, mais moi je m'en fiche. Ça me change rien, ça enlève pas le geste qu'il a eu, ça enlève pas ce qu'il a dit, ça enlève pas ce qu'il a fait. Et c'est gravé, c'est à vie, donc non. C'est trop facile de s'excuser. Il sera condamné à 19 ans avec une peine de sûreté des 2/3. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas sortir de prison avant d'avoir effectué les 2/3 des 19 ans de peine. J'étais contente, mais c'est pas suffisant. Le mieux pour moi, honnêtement, et pour tout le monde, c'est qu'il reste là-bas jusqu'à la fin de ses jours. Lui, je veux plus jamais le voir. C'est bon, tout a été dit au procès. Elle, peut-être que pour avoir des explications, pour comprendre pourquoi. Mais ça serait juste pour ça. Je l'aimais, ma mère. Je pense que dans le fond, je les aime toujours, malheureusement, entre guillemets, parce que ça reste mes parents. Malheureusement, j'ai toujours une part de moi qui tient à eux, en fait. Alors que je devrais même plus avoir de pitié, rien du tout, parce qu'ils n'ont jamais eu de pitié pour nous. Je suis plus humaine qu'eux, peut-être. Moi, avec Christelle, ils nous ont séparés pendant plusieurs années pour cacher et pour protéger ce genre de personnes, alors que nous, on n'a rien demandé. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, on se lâche plus, on se lâchera plus parce que c'est notre force. Et puis moi, faut pas qu'elle me lâche parce que sans elle, j'avancerai pas aussi. Je suis forte de caractère, mais inconsciemment, on apprend à vivre avec, mais c'est gravé. Et ma cousine, c'est tout pour moi, c'est mon sang, c'est ma vie, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de la voir, j'ai besoin de l'entendre parce que on a ce lien fort que personne ne peut comprendre, elle seule peut le comprendre. Et du coup, j'ai besoin d'elle. De retour sur le plateau de Crime en Bretagne et nous partons à Coignac, une petite commune des Côtes-d'Armor, à la rencontre de Cyril, 30 ans. Le 26 avril, l'homme se rend à la gendarmerie pour signaler la disparition de sa compagne, Claire, 35 ans. Elle serait en fait partie faire un vide-grenier 4 jours plus tôt et elle n'est jamais revenue. Pourtant, le couple qui vit ensemble depuis 7 ans a un petit garçon de 4 ans. L'alerte est donc lancée par la sœur de Claire. Des battues sont organisées, mais en vain. Le dimanche 7 mai, le corps de Claire est finalement retrouvé sans vie par un promeneur. Elle a reçu 6 coups de couteau en plein cœur. Ce jour-là, c'est le second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron va devenir président de la République. On est en fin d'après-midi, on est en pleine campagne, près d'une ferme abandonnée.
C'est un villageois, un riverain, qui promène son chien ce jour-là et qui raconte que son chien s'éloigne et aboie, se positionne devant un roncier, aboie. Il l'appelle, il ne revient pas et donc il va aller voir. Il y a des branches qui sont posées là, dans une sorte de petit chemin qui mène au roncier. Le promeneur enlève les branches et là, il tombe sur le corps sans vie d'une femme. Elle est en t-shirt, pieds nus, culotte. Le corps présente des plaies au niveau du thorax. Elle a reçu 6 coups de couteau en plein cœur. Le promeneur découvre un corps très abîmé. Voilà, c'est un choc évidemment pour lui. Et il prévient immédiatement les gendarmes qui arrivent sur les lieux. Les gendarmes comprennent assez vite en fait qu'il s'agit du corps de Claire. C'est une femme qui est portée disparue depuis une quinzaine de jours à Saint-Pévert, à une quinzaine de kilomètres de là. Originaire du sud de la région nantaise, Claire, 35 ans, exerce la profession de secrétaire médicale. C'est une personne très bavarde, c'est une personne expressive. Quand elle danse, tout le monde la regarde. Après, elle avait un côté un peu plus obscur aussi parce qu'elle souffrait de bipolarité. Et donc elle pouvait avoir quelques sautes d'humeur. Donc Claire était venue travailler dans les Côtes-d'Armor. Elle avait décidé un peu de couper les ponts avec son environnement à Nantes pour venir travailler et répondre à une offre d'emploi dans la région. Donc c'était un travail de secrétaire médical au CHU de Guingamp. Et durant cette période, elle faisait des petits boulots de contractuels et elle naviguait entre Saint-Brieuc et Guingamp. En 2010, Claire et son compagnon se rencontrent à Guingamp. Donc les choses vont assez vite dans le couple, puisque en février-mars 2011, le couple s'installe dans un appartement. C'était deux personnes sensibles, un peu fragiles. Ils étaient des béquilles l'un pour l'autre. Donc voilà, ils se trouvent assez rapidement et puis tout le monde les décrit comme un couple, une belle rencontre, quoi. Et ils vont tomber très amoureux. Et Claire, qui est enthousiaste, c'est un de ses traits de personnalité, va probablement ne pas être attentive à la question de la relation de son compagnon avec les stupéfiants. Quand elle l'a connu déjà en 2010, il était en cure de méthadone, donc c'est quelqu'un qui était en train de gérer une abstinence, donc visiblement il s'en est jamais caché, donc elle savait qu'il avait un passé d'héroïnomane. Malgré les addictions de son compagnon, Claire décide de fonder une famille avec lui. En 2014, elle donne naissance à un petit garçon. Puis le trio s'installe à Saint-Pévert, dans les Côtes-d'Armor. C'est un endroit situé effectivement à la campagne. Ça correspond à leur mode de vie, puisqu'ils étaient tous les deux très écologistes, proches de la nature. Ils aimaient faire des plantations, des légumes, des plantes, consommer des produits biologiques, faire des randonnées. Pendant 3 ans, la famille va mener une existence tout à fait paisible jusqu'au 22 avril. Il est 8h30 ce jour-là, lorsque Claire
fait savoir à Cyril, son compagnon, qu'elle souhaite se rendre à un vide-grenier. Le compagnon de Claire est à moitié assoupi, il se rendort, il se réveille à 9h30, il observe que Claire est partie. Et il découvre en fait le portable de Claire en charge, alors que Claire ne part jamais sans son portable. Elle laisse son portable ici, là, dans la maison. Il attend toute la matinée que Claire revienne, puisqu'ils avaient envisagé de récupérer l'enfant qui était chez sa famille maternelle à Rennes. Et elle était impatiente de retrouver son fils. Elle lui avait dit la veille au téléphone. Elle en avait parlé à ses collègues le vendredi après-midi. Sans aucune nouvelle de sa compagne, Cyril se charge de récupérer leur garçon de 4 ans. Et quand il rentre, il dit qu'il trouve 2 post-it, des post-it écrits par Claire, l'un à destination du fils pour lui dire à quel point elle l'aime, et un à son attention, un post-it tout à fait banal pour dire j'ai besoin de prendre un bol d'air parce que ça va pas trop bien dans le couple, donc je m'absente peut-être quelques jours. Et il constate qu'il manque des affaires, notamment une paire de chaussures. Le téléphone de Claire a été repris entre-temps. Il s'interroge sur la conduite à tenir. Doit-il contacter immédiatement la gendarmerie? Doit-il contacter immédiatement les parents de Claire? Après 4 jours sans nouvelles de sa femme, Cyril décide d'alerter les autorités. Il se rend à la gendarmerie de Châtellerault pour signaler la disparition. Donc il s'y rend dans la matinée, il patiente une demi-heure et sur place on lui indique que cette gendarmerie n'est pas territorialement compétente pour acter la disparition. On le renvoie vers Bourbriac en lui disant ce n'est pas notre domaine de compétence, donc allez à Bourbriac et il n'ira jamais à Bourbriac. C'est finalement la sœur de Claire qui signale la disparition de la jeune femme. Elle appelle le 17, le mercredi 26 avril. Les gendarmes arrivent pratiquement immédiatement sur les lieux et une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Dès que la disparition est officiellement déclarée, il y a inquiétude puisque ça fait déjà 4 jours qu'elle n'a pas donné signe de vie. Elle ne s'est pas rendue au travail le lundi, donc le centre hospitalier où elle travaille a signalé son absence. Le mardi, elle n'est toujours pas là, donc la famille s'étonne un peu et débarque. Cette disparition est d'autant plus inquiétante, effectivement, qu'elle était très attachée à leur fils. Leur fils qui avait 4 ans, et c'est complètement inconcevable pour tout son entourage et les personnes qui la connaissent bien. Son compagnon, il a un comportement assez distant et ne semble pas si préoccupé que ça, donc tout de suite ça interpelle beaucoup les enquêteurs, puisque dans ce genre d'affaires, évidemment, le compagnon est paniqué, et là il ne semble pas montrer de signes de panique ou d'angoisse. Claire avait déjà pris l'habitude de partir, sans forcément l'en informer. Elle était déjà partie 3 fois en 3 ans, que ce soit chez des amis ou bien à l'hôtel. Donc pour le compagnon de Claire, il n'y a pas véritablement d'inquiétude. Les battues sont organisées par la famille de Claire pour essayer de la retrouver. Et les battues attirent à chaque fois 150 personnes environ, des proches, des habitants. Ça mobilise, cette disparition, elle mobilise les gens. Une grosse solidarité. On est en milieu rural, donc tout le monde se connaît, tout le monde est très touché et s'inquiète pour Claire.
Toute la population est forcément sensibilisée, toute la population se mobilise puisqu'il n'y a pas moins de entre 150 et 200 personnes qui sont sur place et qui ratissent le territoire à proximité de la maison pour à la fois retrouver éventuellement le corps mais aussi des éventuels indices. Mais Claire est introuvable. Et le comportement de son compagnon interroge à nouveau. C'est ce qui ressort de tous les témoignages. Il semble absent, complètement détaché en fait de la disparition de sa femme. C'est vrai qu'il apparaît, il est assez pâle et il est présent physiquement, mais il n'est pas là. Voilà, il ne participe pas activement aux recherches. Sur le plan psychologique, il paraît inconcevable de se rendre à une battue lorsque un proche disparaît, puisque c'est admettre qu'on va pouvoir retrouver un corps, c'est admettre que la personne ne reviendra pas. Et je pense que le compagnon de Claire était dans cet état d'esprit. Après des jours de recherche, les battus restent vaines. Et l'affaire prend finalement une tournure dramatique le dimanche 7 mai. Ce jour-là, un promeneur découvre un corps près d'une ferme abandonnée. Le corps, évidemment, apparaît comme étant celui de Claire très vite, mais il va y avoir une confirmation ADN qui va être faite dès le soir même, et c'est en fin de matinée que la famille va être avertie de ce que le corps a retrouvé, eh bien, celui de Claire. Le corps a probablement été déplacé. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est pieds nus, elle est dans une tenue de maison, c'est ce que disent les enquêteurs, et ses pieds, par exemple, ne portent pas de traces. Il y a quelques plaies de défense au niveau des doigts, mais pas d'égratignures sur les jambes, sur les pieds. Elle n'était pas en train de se promener ou éventuellement de faire un jogging, et elle aurait fait une mauvaise rencontre. On imagine aussitôt qu'elle a été tuée ailleurs et qu'elle a été cachée ici à Colignac. Les enquêteurs, forcément, vont ratisser la zone. Ils vont s'intéresser au branchage, notamment, qui permet de bloquer un peu l'accès aux ronciers. Et puis, ils vont, comme ils le disent eux-mêmes, dans un périmètre de 200 ou 300 mètres, recenser tous les objets insolites. Ils trouvent plusieurs indices. Un paquet de cigarettes, un gant, ils trouvent un petit flacon de sérum physiologique et une seringue avec des restes d'héroïne. Dans la journée, le parquet de Saint-Brieuc ouvre une information judiciaire contre X pour homicide volontaire. Forcément, ça crée une sorte de psychose, parce que tant que l'affaire n'était pas conclue, on pouvait imaginer que c'était l'œuvre d'un serial killer, enfin, tout pouvait être supposé, donc forcément, ça crée dans le secteur un vif émoi, d'autant que la victime était assez connue et appréciée. L'autopsie va révéler la présence de 6 plaies par arme blanche au niveau du poumon gauche et du cœur de Claire. L'un de ces coups a transfixié le cœur de Claire intégralement, entraînant un désamorçage de la pompe cardiaque, ce qui a entraîné un décès quasi immédiat. Les légistes imaginent la manière dont a été tuée Claire. Elle est debout et le tueur l'attaque très probablement par derrière avec un couteau. Il la maintient et lui donne les 6 coups de couteau en plein thorax. En revanche, pas de traces de violence sexuelle, donc ça écarte tout de suite la piste
rôdeur ou d'un crime à but sexuel. Lors de son audition, Cyril suggère spontanément une piste aux enquêteurs. Durant une certaine période, des voitures suspectes rôdaient autour du domicile du couple avec des immatriculations 13. Des voitures qui étaient peut-être en lien avec une dette de stupéfiants d'un ami que le couple hébergeait. On sait que des voisins ont effectué des courses-poursuites avec ces véhicules qui causaient des nuisances dans le quartier. Donc pendant une période, il y a eu tout un environnement inquiétant dans l'environnement du couple. Et Claire avait pu dire à certaines de ses amies, en parlant de quelqu'un, il me suivait, il avait les yeux qui glaçaient le sang. C'est une piste qu'il évoque, mais qui convainc pas trop les enquêteurs, parce que bon, on n'est pas dans une région quand même où il y a régulièrement des règlements de compte de cette nature. Et s'il y avait eu dette de drogue, il s'en serait pris plutôt au compagnon qu'à sa compagne. La piste est balayée. Et les gendarmes de Guingamp se concentrent alors sur les relevés téléphoniques du couple. Elle ne se séparait jamais de son téléphone. Elle était très active sur les réseaux sociaux. Elle postait beaucoup de choses. Elle communiquait énormément avec son entourage. Le téléphone était greffé à la main. Donc c'est ce qui pose question autour de ce fameux samedi 22 avril 2017. C'est pourquoi, si elle part à un vide-grenier, pourquoi elle laisse son téléphone à la maison? Le portable de Claire s'arrête définitivement de fonctionner à 10h46 précisément, le 22 avril. Élément troublant, 9 minutes plus tard, le compagnon de Claire tente d'appeler les pompiers. Il appelle les pompiers, mais raccroche immédiatement. Ce qui interpelle encore plus, c'est qu'il a effacé de la mémoire de son téléphone cet appel-là. Alors effectivement, le compagnon de Claire, ce matin-là, ne se rappelle pas d'avoir composé ce numéro. Par contre, il se rappelle d'avoir fait une heure de manipulation. Il souhaitait appeler le père de Claire, qui figurait juste en dessous du contact pompier. Alors ça pose question, pourquoi on enregistre dans son répertoire le numéro des pompiers? Tout le monde sait pertinemment que c'est le 18. Ça va beaucoup plus vite de taper le 18 sur un clavier que d'aller chercher dans un répertoire pompier. Donc on le taxe d'avoir voulu manipuler son répertoire pour faire croire à une erreur de manipulation. Il y a des expertises ADN qui sont réalisées sur les éléments qui sont retrouvés à proximité du corps. Et la seule recherche ADN qui aboutit, qui est exploitable, c'est effectivement sur cette seringue où l'on retrouve l'ADN du compagnon de Claire ainsi que des traces d'héroïne dans cette seringue. On a la seringue avec une trace ADN. On a ce coup de fil manqué aux pompiers. La piste se resserre sur le compagnon de Claire. Âgé de 30 ans, Cyril, le compagnon de Claire, a passé son enfance à Tours, en Indre-et-Loire. Il a une sœur et un frère autiste, Asperger, dont il est très proche. C'est peut-être la personne dans sa famille dont il est le plus proche. Il n'a jamais eu d'événement traumatisant particulier, simplement une séparation temporaire de ses parents lorsqu'il était adolescent, mais qui n'a pas eu de répercussions sur la façon dont il a pu se construire en tant qu'adolescent. Sa famille le considère comme étant un garçon très tendre, très sage, qui n'avait jamais un mot plus haut que l'autre, une personnalité vraiment sereine. Il est plutôt bon élève, il réussit assez bien sa scolarité. Et puis bon, vers 14-15 ans, alors comme beaucoup de jeunes, il fume des joints. Visiblement, il aime bien faire la fête, mais ça perturbe en rien ses études. Donc, il obtient un bac et puis ensuite, il se projette vers un BTS dans l'agro-environnement. Alors, il va pas jusqu'au bout. Malgré tout, il continue sa vie. Il va commencer du maraîchage. Il va aller dans des exploitations légumières bio. En 2009, Cyril est engagé comme vendeur à Guingamp, dans une célèbre enseigne
de fruits et légumes bio. Donc c'est quelqu'un qui pouvait travailler 70 heures la semaine. Voilà. Donc un travailleur, hein, c'est les qualités qui reviennent systématiquement pour le décrire. C'est à cette même période qu'il rencontre Claire, avec qui il décide de fonder une famille. Il est invité à démissionner parce qu'il a volé dans la caisse, toujours pour financer sa consommation de stupéfiants. Et là, c'est un point de rupture. Novembre 2016, c'est-à-dire que là, il travaille plus, il s'inscrit dans une formation plomberie, électricité, mais bon, il va très peu la suivre, pour pas dire qu'il la suit pas du tout. Le compagnon de Claire s'injecte 7 à 8 fois par jour un dérivé de morphine. Donc il passe ses journées à ça, il dépose son enfant à l'école à 9h, et puis jusqu'au soir où il le récupère, sa vie est réglée par cette consommation de drogue. Donc forcément, pour la financer, il y a aussi des petites escroqueries, il y aura des falsifications aux ordonnances. Il n'est pas vraiment à l'aise en société. Les seules personnes véritablement avec lesquelles il est lui-même, où il lâche son armure, c'est son fils et son frère qui est autiste, et Claire, avec laquelle il avait des liens également fusionnels. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs découvrent que la victime et son compagnon entretenaient une relation très chaotique. Le couple avait des problèmes financiers. On sait aussi qu'il y avait beaucoup de disputes dans le couple. Et avant sa disparition, Claire avait manifesté le souhait de s'éloigner en fait, des Côtes d'Armor où elle habitait pour se rapprocher de Loire-Atlantique et donc de sa famille. L'analyse de son activité sur Internet montre qu'elle s'était renseignée pour vendre la maison de Saint-Pévert qu'ils avaient en commun. En tout cas, elle l'a expertisée pour savoir quelle était sa valeur. Elle avait visiblement fait des recherches immobilières dans la région de Nantes. Quelques jours avant sa disparition, Claire envoie un message, un mail à son compagnon, dans lequel elle lui dit qu'elle souhaite rompre leur pax. Elle lui dit dans ce mail qu'elle en a ras-le-bol. Elle lui écrit qu'elle le trouve moche, qu'elle n'a plus envie de lui. Et elle est clairement dans un processus de séparation parce qu'elle va se rendre compte de ce drame qu'elle vit, c'est-à-dire être avec un menteur, toxicomane, qui ne vit plus que pour la drogue. Les enquêteurs se concentrent sur son compagnon, mais explorent aussi d'autres pistes et ils vont se rendre compte que Claire est effectivement inscrite sur plusieurs sites de rencontres, dont un site de rencontres spécialisé dans l'adultère. Sur ce site, Claire discute avec 5 personnes. Donc des réquisitions ont été faites par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête pour obtenir l'identité de ces personnes-là. S'agissant d'un site basé à l'étranger, les réquisitions n'ont jamais eu de suite. Mais la piste du site de rencontre, elle est très peu crédible. Claire n'envoie aucun message à qui que ce soit pour un rendez-vous ce samedi matin-là. Ce samedi-là, elle n'a qu'une obsession, c'est retrouver son fils après une semaine de séparation. L'idée d'un rendez-vous amoureux ce matin-là qui aurait mal tourné alors qu'elle est pieds nus, en culotte, avec un t-shirt, n'a aucun sens. N'a aucun sens. Les gendarmes explorent toutefois une autre piste périphérique. Celle de Steve, un ami proche de Cyril. Les enquêteurs s'intéressent à lui parce que c'est le seul ami du compagnon de Claire. C'est un ami qui a été hébergé pendant 2 mois au domicile du couple. Il a un profil assez similaire au compagnon de Claire. C'est un toxicomane. Il a des antécédents de violence. Il a déjà agressé une ex-compagne avec un couteau. Et il sort de prison également. Il a fait quelques mois de prison. Donc il a un profil assez inquiétant.
Il faut préciser que Claire avait indiqué à une amie avoir eu le coup de foudre pour cette personne-là. Elle était tombée un peu sous son charme. Donc c'est pour ça que les enquêteurs s'intéressent à lui. Ils se disent peut-être qu'il y a eu une histoire entre eux qui aurait pu mal tourner. Lui nie toute implication, il nie être lié à la disparition de Claire. Il explique qu'il n'est de toute façon pas présent dans ce secteur au moment de la disparition de Claire. Il nie toute implication. Il est vrai que cette personne n'avait pas de téléphone. Donc pour mener des investigations en l'absence de téléphonie, je pense que ça aurait été compliqué pour les enquêteurs. C'est une personne qui n'a pas de véhicule, mais il aurait été judicieux, je pense, de lui demander quelle personne il a pu voir au moins le 22 et le 23 avril, s'assurer de la réalité d'un alibi, et ce n'a pas été fait. Et les enquêteurs considèrent qu'ils n'ont aucune charge contre lui. Il est libéré, il sort de garde à vue sans être inquiété. Plus d'un mois après le meurtre, seule la piste de Cyril semble crédible pour les enquêteurs. Ils vont passer le domicile du couple au peigne fin et notamment au luminol, ce produit chimique qui permet de détecter les traces de sang qui auraient pu être effacées. Ils ne trouvent rien de probant, ni dans le domicile, ni dans les voitures du couple. Les perquisitions ne permettent pas d'établir une scène de crime. Mais l'élément essentiel, c'est que un des coups de couteau donnés dans le corps de Claire, d'une extrême violence, transperce les deux ventricules du cœur. Et ce coup va, ce qu'on appelle, désamorcer la pompe cardiaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hémorragie. Le cœur s'arrête et la circulation sanguine s'arrête. Il n'y a pas de sang qui gicle. L'hémorragie est interne. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de sang retrouvé de façon massive avec le Blue Star vient très vraisemblablement de cela. Le conjoint de Claire est interpellé le 15 juin 2017 à l'issue d'un travail d'enquête extrêmement précis et abouti. Et à l'issue de cette enquête-là, les nombreuses pistes étudiées par les enquêteurs soit apparaissent être comme des impasses, soit convergent toutes vers le compagnon de Claire. Une fois interpellé, le suspect est placé en garde à vue à la gendarmerie de Guingamp. Il va être assez indifférent, assez désabusé, assez tactique, comme s'il jouait aux échecs pendant cette garde à vue. Il a réponse à tout et il est habile, extrêmement intelligent. Son compagnon, dès le départ, va nier les faits et il va continuer à le faire tout au long de l'enquête. Voilà, lui il dit que Claire a quitté le domicile et qu'elle n'est jamais revenue. En permanence, il nie. Quand on lui parle de la seringue que l'on a trouvée à proximité, eh bien, il dit oui, mais j'avais pour habitude de venir me promener sur les lieux et de manière à me droguer à l'abri des regards. Ensuite, lorsqu'on lui parle de son couple qui se disloquait, il soutient le contraire. Oui, effectivement, comme dans tous les couples, il peut y avoir des hauts et des bas, mais en l'occurrence, on n'avait pas atteint un point de non-retour. Le compagnon de Claire clame fermement son innocence. Cependant, il ment sur sa consommation de drogue, il ment sur les nombreux vols et escroqueries qu'il a pu commettre. Sauf que les enquêteurs ont enquêté en amont, donc il est pris en défaut et ayant menti sur des choses qui paraissent accessoires, il n'est plus cru sur l'essentiel, et notamment dans ses déclarations qui concernent l'enquête sur la disparition de Claire. À l'issue de sa garde à vue, Cyril est mis en examen pour meurtre aggravé. Les proches de Claire ont été vraiment beaucoup soulagés par la garde à vue et le placement en détention provisoire du compagnon. D'autant plus qu'ils avaient participé aux obsèques avec le compagnon de Claire, dont ils étaient persuadés qu'il était son meurtrier.
concernant les expertises réalisées dans le cadre de l'instruction, aucun expert n'a mis en lumière un déficit intellectuel, ni aucune pathologie psychologique ou psychiatrique, mais simplement l'expert psychiatre retient un trouble de la personnalité. Et ce trouble de la personnalité, c'est schizoïde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit dans une sorte de bulle, forme d'handicap social. Il est incapable de montrer ce qu'il ressent, ses inquiétudes, ses joies, ses peines. C'est quelque chose qui a pu exaspérer la police, les gendarmes dans le cadre de l'enquête, en pensant que c'était quelqu'un de dilettante, qui était en dehors des faits, qui donnait l'impression qu'il ne s'inquiétait pas de la disparition de son épouse. Mais un témoignage va semer le trouble dans l'enquête. Il s'agit de la voisine du couple, qui assure avoir vu Claire le jour de sa disparition. Elle est en train de faire son lit et depuis son Velux, elle voit passer Claire en voiture juste devant chez elle et on est le 22 avril au matin entre 9h et 10h. Ça voudrait dire qu'effectivement, Claire a bien quitté son domicile pour peut-être aller à un vide-grenier, effectivement, ou quelque part en tout cas. Donc c'est vrai que ça amène une part de mystère parce qu'on se dit si elle est sortie de chez elle, c'est peut-être effectivement pas son compagnon qui l'aurait tuée, mais elle aurait pu faire une mauvaise rencontre ailleurs. Donc clairement, c'est un témoignage qui est un grain de sable dans le mécanisme de l'accusation, puisque Claire, à l'évidence, était encore en vie le samedi 22 avril, entre 9h et 10h. Les gendarmes ne doutent pas de la bonne foi de la voisine, mais ils se demandent si elle ne s'est pas trompée de jour. Le compagnon de Claire nie les faits depuis le premier jour de sa garde à vue et pendant sa détention provisoire, il va demander plusieurs fois d'être mis en liberté et à chaque fois, le juge refuse. De nombreuses expertises techniques ont été diligentées et aucune n'a permis de recueillir des éléments de preuve matérielle contre le compagnon de Claire. Plus particulièrement, son ADN n'a pas été retrouvé sur le lieu de découverte du corps. Son ADN n'a pas été retrouvé sur la branche qui a servi à obstruer le lieu de dépose du corps, alors que cette branche a nécessairement été manipulée par l'auteur du meurtre. C'est vrai que on ne retrouve pas de traces de sang au domicile du couple. On n'a jamais non plus retrouvé l'arme du crime, on ne retrouve pas ce fameux couteau qui a servi à tuer Claire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Il n'y a pas de sang sur les vêtements du compagnon, pas de sang dans la maison, pas de sang dans la voiture du couple. Donc où a été commis le crime Malgré ces zones d'ombre, de nombreux éléments à charge pèsent contre Cyril. Il a multiplié les approximations et les incohérences. D'abord, il a prétendument, malencontreusement appelé les pompiers, ce qui paraît aussi assez étonnant. Ensuite, on peut aussi s'étonner, dès lors que son épouse avait disparu depuis 4 jours, il n'alerte même pas les gendarmes. Il prévient seulement la famille au bout de ces 4 jours de disparition. Elle lui explique qu'elle a laissé des post-it, un petit mot d'amour pour leur fils, et puis elle lui explique qu'elle a besoin de prendre l'air sur le post-it. Sauf que ces post-it, ils ne seront jamais retrouvés. Le concubin dira les avoir jetés alors soit à la poubelle, soit mis à brûler dans le poêle. Bon là c'est pareil, c'est une zone d'ombre. Il y a eu aussi des expertises scientifiques pour essayer de retrouver des traces d'écriture sur le bloc de post-it. Alors c'était une façon de fonctionner de Claire, elle fonctionnait visiblement avec des post-it. Il n'y a jamais eu de traces d'écrits retrouvés sur le reste du bloc du post-it. Le scénario le plus probable retenu, en tout cas par l'accusation, c'est qu'une dispute a éclaté soit dans la nuit du vendredi au samedi, soit le samedi matin, que le concubin de Claire l'a poignardé. C'est pour ça qu'on la retrouve en tenue d'intérieur
et a transporté, déposé son corps dans un lieu qu'il connaissait. Et entre-temps, est-ce qu'il a paniqué? Est-ce qu'il s'est ravisé? C'est ce qui expliquerait cet appel avorté aux pompiers. Voilà, c'est le scénario imaginé. Mais il y a des trous. Comment on peut transporter un corps tout seul? Alors soit en pleine nuit, soit le matin. Pourquoi la voisine a vu la voiture passer? Voilà, le scénario ne peut pas être clairement écrit puisqu'il y a trop de zones d'ombre et de contradictions. C'est un procès qui est assez attendu aux assises de Saint-Brieuc parce qu'il y a toujours ce mystère qui plane. Nous sommes sur un procès complexe, un procès sans aveu, sans preuve scientifique et surtout sans scène de crime matérialisée qui permet de rattacher l'accusé au fait. La famille de Claire était très stressée et appréhendait beaucoup de revivre ce traumatisme 4 ans plus tard. Alors qu'il encourt 30 ans de réclusion criminelle, Cyril continue de nier les faits. Il était bien évidemment déterminé à s'expliquer, mais tout en étant conscient que c'est le seul accusé dans le box. Donc qu'il n'y aura pas de vérité qui pourra sortir de ce procès, simplement une vérité judiciaire. L'accusé est fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il est peu bavard. C'est quelqu'un qui est plutôt mesuré dans ses réponses, c'est-à-dire qu'il répond à des questions sans envolée lyrique, sans détail. C'est souvent oui, non. Quand il est un peu poussé dans ses retranchements, il répond je ne sais plus précisément, je ne me souviens plus. En fait, on va découvrir pendant le procès tous les mensonges de l'accusé, les mensonges liés à son addiction. Voilà, il va chercher de la drogue, et donc il ment à sa compagne. Il ment tout le temps, en fait. Il ment tout le temps. Donc voilà, il y a des témoignages accablants, oui, mais il n'y a pas d'aveu. C'est tout le problème de cette affaire, c'est que quand on jette un premier regard dessus, elle paraît cousue de fil blanc. On a un concubin à la dérive, sa conjointe qui est à bout de souffle, qui n'en peut plus, et puis voilà, elle disparaît du jour au lendemain dans ce contexte-là. Le problème, c'est que quand on se penche sur les détails, il manque des preuves majeures, il manque des aveux. Lors des débats devant la cour d'assises, les 3 enquêteurs ont bien évidemment été interrogés par la défense. Les enquêteurs étaient dans la stricte incapacité de nous dire ça a pu se passer comme ça, c'était telle date, c'était telle heure, c'est comme ça qu'il s'y est pris, c'est comme ça qu'il aura pu nettoyer sans laisser de traces. Aucun enquêteur n'a été en capacité de nous dire ça, mais les enquêteurs disaient avoir une conviction policière sans aucune idée du scénario de crime. Au terme de 6 jours d'audience et après 4h30 de délibération, le verdict tombe. La cour d'assises a reconnu le compagnon de Claire coupable du fait de meurtre aggravé parce que meurtre sur conjoint. Le verdict est conforme aux réquisitions de l'avocat général. 30 ans de réclusion criminelle. Et il perd son autorité parentale. Cette peine, elle vient probablement refléter une forme de distance de la cour d'assises et surtout des jurés avec un homme qui s'est acharné à mentir au cours des jours de procès. Et bien évidemment, cette peine, elle vient marquer l'extrême gravité de ce meurtre conjugal. Du début à la fin de son procès, en fait, il réagit pas. Il est pas une larme, rien, il ne réagit pas. Le compagnon de Claire a accueilli ce verdict
comme quelqu'un qui prend 30 ans, avec la conscience derrière que les choses peuvent se poursuivre en appel, mais avec une immense déception. La déception que les jurés ne l'aient pas suivi sur son innocence, dans un dossier où le doute devait profiter à l'accusé, puisque l'intime conviction dit le texte est fondé sur la preuve. Et là, nous sommes absolument dans un dossier sans preuve matérielle. Et je pense qu'en condamnant le compagnon de Claire, cette cour d'assises a pris le risque de condamner un innocent. Cyril a depuis fait appel de cette décision. Il reste donc, à ce jour, présumé innocent. Au-delà de l'émotion que cette affaire a suscité dans le secteur, c'est quand même une tragédie. Il y a derrière un enfant qui n'a plus sa maman, orphelin de sa maman, et avec un papa qui aujourd'hui se retrouve derrière les barreaux.